BTV 3 Info Plus. Rien que la vérité. Pour que chacun puisse répondre de la source d'approvisionnement et s'assurer que ce ne soit pas des minerais issus de zones de conflit ou minerais de sang, comme on vient de dire. Monsieur le ministre de la Communication, après que la RDC ait résolu le problème de guerre, serons-nous prêts, que nous ayons résolu le problème de la guerre à l'Est, serons-nous prêts à collaborer économiquement avec tous les pays agresseurs, notamment dans ces secteurs liés aux minerais? Écoutez, ce qu'il faut savoir à ces sujets, comme le président de la République le dit et redit, nous n'avons pas de problème avec le peuple rwandais. C'est le régime rwandais et son président qui s'est lancé dans cette aventure dangereuse. De pillage, pas seulement, des tueries, des massacres, y compris sur les femmes et les enfants. J'aurai l'occasion de vous donner quelques chiffres qui m'ont été transmis aujourd'hui par le ministère de la Santé avant que nous commencions cet exercice. Et donc aujourd'hui, il faut considérer que les présidents rwandais et son régime seront passagers. De toute évidence, les pays sont appelés à exister pendant des années. Et vous comprenez peut-être que lorsque nous étions tous à l'école, en tout cas, à un moment donné, on nous a parlé de la guerre de 100 ans en Europe. Malgré qu'il y a eu la guerre pendant 100 ans, après il y a eu des processus qui ont conduit plus tard à la création de l'Union européenne. La guerre que nous connaissons, c'est une guerre qui dure 30 ans et qui peut encore durer des années. Parce que lorsque vous avez les présidents rwandais principalement avec ces intentions, non seulement expansionnistes, mais ces intentions de maintenir ces mains sales, ensanglantées sur notre pays, ce sera évidemment difficile de donner un horizon aux enfants rwandais de collaborer avec les enfants congolais. C'est évident que ce qui se passe aujourd'hui, tous nos morts, nous n'allons jamais les oublier. Et d'ailleurs, à ces propos, nous étions avec le président de la République à Munich, nous avons eu une réunion avec le juge de la Cour pénale internationale pour justement discuter dans la suite de ce que nous avions fait à Genève, de la mise en place d'une procédure judiciaire qui va aller là, pour ce qui a été dit à Genève, on commence de janvier 2022, un peu comme la CPI, mais nous devons aller plus loin. Parce que si on n'apporte pas des justices, on ne sera pas sûr que ceci va continuer. Et donc, nous pensons que nous aurons la possibilité de continuer la collaboration ou les relations avec les pays limitrophes, mais avant que nous n'y arrivons, on termine la guerre, on passe par la justice. Pour que ceux qui sont coupables de ces viols, de ces massacres commis pendant autant d'années et en série, puissent en répondre. Et pour le reste, de toute évidence, c'est la finalité d'ailleurs du processus de Luanda. La fin du processus de Luanda prévoit les retours des relations entre les deux pays. Mais pour autant qu'on termine les processus. Et donc ici, nous avons d'abord un président rwandais qui veut faire la guerre à tous les Congolais. Et les Congolais vont donner la réponse. Et nous donnons la réponse qu'il faut donner. Ce n'est qu'après tout ceci, après la justice, évidemment, qu'on pourra entrevoir les questions dont vous parlez. On va prendre les questions de M. Serge Tseka. Merci Monsieur le Ministre pour la parole. J'ai deux questions et deux autres préoccupations. Excellence, Monsieur le Ministre, vous venez de parler de ces pays. Il s'est passé ce que nous savons à Goma. Exactement, si nous pouvons savoir où est-ce que nous en sommes avec les enquêtes, si elles ont déjà commencé, ou à une procédure quelconque pour charger les responsables de ces charniers. À Davos, on a parlé des dépenses, que la délégation congolaise aurait dépensé beaucoup plus d'argent. Je voulais avoir votre commentaire à ce sujet. Deux rumeurs. On nous parle du retrait des Glencore par rapport à la situation actuelle du pays. Et on parlerait, je l'ai dit au
conditionnelle d'une chasse à l'homme contre le swahiliphone, le peuple de l'Est. Est-ce que vous avez un commentaire à ce sujet? D'abord, je commence par le dernier point. Vous avez parlé des rumeurs. C'est extrêmement dangereux. Nous venons chercher l'information auprès de vous. Je continue. Pourquoi nous vous disons et nous répétons qu'il faut faire attention au poison rwandais? Ici, je précise que le poison, c'est les mensonges. Vous avez vu vous-même le président rwandais devant CNN. On lui pose la question, avez-vous des troupes dans l'est de la RDC? Il a répondu non. Et le monde entier a compris que c'était les premiers menteurs. Parce que c'est l'empire du mensonge. Première chose. Deuxième chose, quand vous suivez le faux narratif de dire en RDC on fait la chasse aux Tutsis, nous devons faire la chasse aux FDLR. Dites-moi, les FDLR, ils sont à Goma? Ils sont à Bukavu? Les vraies motivations de la guerre sont celles que mon collègue a expliquées. Ici, en République démocratique du Congo, je les disais tout à l'heure et comme je l'ai dit chaque jour, nous sommes 26 égale 1. Pourquoi depuis toutes ces années-là, nous vivons, il y a évidemment des conflits communautaires qui sont gérés, pourquoi on ferait la chasse aux swahiliphones aujourd'hui? Donc moi, si on doit me chasser. Parce que je le suis en partie. Alors ça, c'est du poison rwandais. J'ai entendu, quelqu'un m'a appelé tout à l'heure, une voice note qu'on attribuerait à la maman du président. Mais toutes ces choses-là, ne comprenez-vous pas que nous sommes dans une guerre et que dans cette guerre, c'est pas pour rien que nous disons que vous tous vous êtes des soldats ou des officiers dans cette guerre, parce que c'est aussi par là que le poison de la division passe. Parmi vous ici, mais nous avons des Baswahili. Ont-ils été chassés? Comment vous faites pour reconnaître un Mouswahili? Et si vous regardez bien, dans la plupart, parce que j'ai reçu une vidéo à propos, vous avez une voix qui dit, qui cite, ah, tel Aza, tel, Rwandais. Mais faites attention, parce que la tactique, c'est laquelle? C'est de faire une infiltration. La personne qui filme peut prendre une vidéo fausse. Et quand il prend ça, eux, ils peuvent s'en servir pour dire, voilà, regardez là-bas, il y a les discours de la haine. Et ça, c'est des choses qui sont totalement fausses. Ceci ne veut pas dire que demain, on peut avoir on a un conflit à l'entrée de Kinshasa. On a le conflit qui a été résolu en province orientale. Entre les communautés, il peut toujours y avoir des tensions, mais il ne faut pas les raviver. Pourquoi aujourd'hui tous les Congolais se sentent blessés? Mais c'est parce que nous tous, nous sommes en solidarité avec nos frères qui sont à Goma et qui sont dans toutes les zones sous occupation. Et donc il faut faire attention, parce que lorsqu'on veut nous conduire, et j'ai vu d'ailleurs un brûlot dans ces sens, des gens qui tiennent à tout prix à raviver ces démons de la division. Alors nous les Congolais, on va se diviser au profit du Rwandais qui nous pille et qui nous tue, suivant la démonstration qui a été faite ici. Donc il y a de la place pour les discernements. Tous ceux qui sont morts à Goma, plus de 3000, et d'ailleurs je vous donnerai les chiffres, il y a 5000 corps qui ont déjà été enterrés. Donc les bilans, d'après les derniers chiffres reçus du ministère de la Santé, nous allons dépasser les 8000 morts. Au-delà des intimidations, parce que les agents qui sont ici, nous vous parlons des chiffres, des structures, des santé. On ne parle pas de ce qui s'est passé dans les avenues, dans les rues, parce que vous savez tous que Goma a été transformé en cimetière pendant quelques jours. Dans les structures de santé, on a recensé 1568 morts dans ceux qui y étaient. Donc, ça s'y rajoute. Heureusement qu'on a pu obtenir
un couloir humanitaire pour faire parvenir le son qui avait été pris ici. Aujourd'hui, on est à plus de 4375 blessés dans les structures de soins de santé. Je précise, les structures de soins, ça veut dire qui ont été enregistrés dans les hôpitaux. Et donc, vous voyez non seulement qu'on a tué en masse, on veut mentir, parce que si vous lisez, justement, le président rwandais, il dit 400, 500 morts. Mais même 500 morts, vous imaginez, vous êtes Congolais, on tue 500 de vos compatriotes. Il y en a encore certains qui ne disent pas mot, qui ne compatissent pas. C'est incompréhensible. Quelles que soient nos ambitions politiques ou nos calculs politiciens, quel est le message que nous donnons aux jeunes Congolais lorsque nous-mêmes, nous voulons d'une certaine manière nous satisfaire du massacre de certains de nos compatriotes, des avenirs gâchés, de jeunes enrôlés, des forces, des bébés tués, des camps des déplacés saccagés. Mais toutes ces horreurs-là, comment ne pas y mettre fin? Si nous voulons y mettre fin, nous devons être unis. Si nous devons y mettre fin, nous devons bannir les démons de la division. Et chaque fois que vous êtes témoin d'un cas de stigmatisation pour des raisons des faciès ou pour des raisons n'importe laquelle, prévenez-nous, prévenez la police. Tous ceux qui les font les jeux de l'ennemi et on va les arrêter. Alors, vous avez soulevé une autre question qui relevait de la rumeur. Je n'étais pas à Davos, mon collègue y était dans la délégation, peut-être qu'il peut dire un mot, parce que lorsque nous vous disons qu'il y a un poison rwandais qui est relayé malheureusement par beaucoup de Congolais dans les stricts objectifs de discréditer le pays en cet état où nous devons être unis, il faut faire attention. Collègue, peut-être que vous pouvez faire un commentaire oui, quand vous y étiez. Oui, voilà. Donc, effectivement, c'est une rumeur qui a circulé, qui a été alimentée, comme vous venez de le dire, par ce poison. La délégation officielle de la République démocratique du Congo, présidence ainsi que les ministres présents, étaient logés à Badragas, c'est-à-dire à 1 heure de Davos. Nous ne nous sommes pas cachés. Aujourd'hui, cette rumeur dit que la délégation de la République démocratique du Congo était logée à l'hôtel Kelenov, je pense que c'était ça. Nous ne sommes pas cachés, nous étions à Badragas. Donc déjà, c'est un premier point, on va dire, de discrédit. Le deuxième point, c'est que quand vous avez dans vos applications, vous pouvez aller sur les applications de recherche de logement, vous tapez Kelenov Hotel, vous allez voir que les chambres d'hôtel sont à $85. Donc je ne vois pas... Oui, mais je dirais... 114 francs suisses. Ça, c'est ce qui est écrit dans ce document. Mais aller sur les vraies preuves qui sont celles qui sont affichées. Et enfin, les ordres de mission, une fois qu'ils sont signés, les états de somme sont faits et cela est régi par les règlements au niveau du gouvernement. Et donc les chiffres et les différentes rubriques sont bien connus et le Trésor sort cela pour l'ensemble des représentations qui sont, en tout cas des ministères, qui sont présents sur une mission. Donc, je dirais, il faut éviter de s'alarmer et de continuer, parce qu'en fait, comme disait le collègue, celui qui relaie cette information, d'abord sans avoir vérifié, je viens de vous donner 3 raisons au minimum pour dire que ce n'est pas bon, puisqu'on a fait ça, mais également sur l'aspect de Glencore qui se retire de la République démocratique du Congo. Glencore est présent en République démocratique du Congo avec 2 sociétés, une qui s'appelle Mumi, Mutanda Mining, et une qui s'appelle KCC. Et d'ailleurs, le groupe Glencore vient d'envoyer un démenti formel en disant qu'ils n'ont aucune intention de quitter la République démocratique du Congo. Et
les efforts que nous faisons au niveau du gouvernement, ce sont des efforts de pouvoir assurer et la promotion des investissements étrangers dans notre secteur minier et des travaux qui sont faits dans le cadre du climat des affaires. Et tout ça, ce sont des choses qui contribuent à installer pour la longueur et pour la durée ces entreprises. Et nous sommes d'ailleurs en train de poursuivre l'installation d'entreprises, je dirais, étrangères, dans le cadre de notre diversification de nos partenariats, dans différentes provinces, sur différents minerais. Et ces entreprises, aujourd'hui, arrivent en République démocratique du Congo parce que la transition énergétique se fera avec tous ces minerais critiques. Et ces minerais critiques sont en République démocratique du Congo. Et donc, les acheteurs finaux et ces États, dans le cadre de leur politique en approvisionnement en minerais critiques responsables et durables, n'ont plus aujourd'hui besoin de passer par un tiers, par un proxy, pour pouvoir s'alimenter, parce que nous leur ouvrons les portes et nous leur mettons en place tout ce qui est nécessaire pour qu'ils puissent venir investir durablement en République démocratique du Congo et s'assurer de cet approvisionnement responsable. Un petit commentaire sur ce que vous disiez tout sur la Suisse, où le Parlement suisse s'est réuni pour dire de couper avec un gouvernement, mais c'est du mensonge cousu des tissus blancs sur fil noir. Ça veut dire, donc, le Parlement, si le Parlement s'est réunissait, mais il y a une ambassade, il y a des mécanismes diplomatiques. Ici, c'est dire d'ailleurs, parce que nous, on n'a pas des mots pour répondre à des rumeurs, de manière générale, c'est pour ça que nous comptons sur vous, justement, sur votre discernement, comme journaliste. Lorsqu'une information vous arrive, regardez d'abord la source. Regardez les propagateurs, ce qu'ils disent. Nous avons fait un effort qui n'a jamais été fait dans ce pays en termes de redevabilité. Nous venons toujours vous dire ce qui avance, ce qui n'avance pas. Et aujourd'hui, si vous regardez les tableaux généraux, vous avez suivi toutes les réformes qui sont en cours d'implémentation au ministère de Mines, mais la raison de la guerre. Parce que vous avez vu les chiffres. Le Rwanda qui exporte 800 kilos d'or jour, alors qu'il ne regorge pas d'or dans son sous-sol. Ils ont construit une raffinerie comptant sur l'or volé en République démocratique du Congo et pillé. Et comment voulez-vous que le président de la République ne s'élève pas pour dire non à cela? Comment voulez-vous que les Congolais ne s'élèvent pas tous pour dire non à cela? Et surtout qu'en prime, on tue nos compatriotes. Donc il y a un besoin pour nous tous de prendre conscience et de la nécessité pour nous de travailler pour que ceci s'arrête. Alors, sur l'autre dimension de votre question, évidemment, il y a eu la réunion de Genève, il y a les processus, les procédures au niveau du commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme. Je crois que les moments venus, les dispositifs se mettront en place. Mais ce que je sais, c'est que j'ai participé à la réunion entre le président de la République et les procureurs de la Cour pénale internationale. Il y a une détermination claire à poursuivre, parce que ce sont les Rwandais qui nous agressent, même s'ils n'ont pas ratifié, je pense, le protocole, les statuts de Rome, mais il y a des Congolais qui sont complices. Le temps de la justice va arriver. Et on a vu les types de crimes. Crimes de guerre, crimes contre l'humanité, attaques casque bleu, attaques en des déplacés, attaques de civils. Il y en a beaucoup, la liste des crimes. Il y aura beaucoup de clients pour la CPI au terme de tout ceci. Et ceci va arriver parce que c'est une justice qui se mettra en place à la fois au niveau interne, à la fois au niveau international, quels que soient les cas de figure. On ne peut pas imaginer que plus de 5000 compatriotes soient morts dans des conditions effroyables. On ne peut pas imaginer que des compatriotes sont assassinés parce qu'ils font des chansons. On ne peut pas imaginer que des enfants soient attaqués. Vous avez vu des scènes de torture. Tout ceci ne restera jamais impuni. Et aucun Congolais ne devrait les tolérer. On va prendre les questions de M. Eric Izami et puis on prendra quelques-unes en série pour terminer le briefing de ce soir. Merci de la parole, monsieur le ministre. Je vous ai très bien suivi. Vous avez dit et répété, insisté qu'il faut que le mine de la République démocratique du Congo profite aux Congolais.
mais je suis en train de remarquer et faire remarquer que de toutes les mines que nous avons, parce qu'on ne peut pas parler de minerais ou de mines sans évoquer la République démocratique du Congo, aucun Congolais n'est propriétaire d'une mine. Pourquoi cela? Au niveau de Indaba Mining à Cape Town, en Afrique du Sud, vous êtes revenu plusieurs fois sur le mot diversification. Diversification par rapport aux partenaires, diversification par rapport aux différents types de minerais à exploiter, parce que nous sommes plutôt bien connus par rapport au cuivre par exemple. Et puis vous avez aussi évoqué la diversification au niveau des zones d'exploitation. Pourquoi l'aviez-vous fait? Et jusque-là déjà, ça sera pour quel impact? Et puis je voudrais terminer pour cette question. Aujourd'hui, on parle de cette transition et on évoque un minerai particulier, il s'agit du lithium. Et quand on évoque le lithium, on voit le territoire de Manono, nous sommes de la province de Tanganyika. Et j'y ai été plusieurs fois, Manono. Alors ma question c'est, quelle est la politique du gouvernement pour pouvoir créer le capital humain capable de pouvoir gérer ces minerais particuliers? Parce que c'est sur base de ces minerais que l'on va fabriquer des batteries pour nos téléphones, pour nos ordinateurs, pour nos véhicules et même pour les avions, j'imagine. Ce sont là mes préoccupations. Et je voudrais dire aussi un mot. L'année dernière, ça c'est pour une félicitation quand même pour le gouvernement, on a vu la joint venture entre la GECAMINE et Ivanhoe qui a créé Kiko à Kipushi pour la production du zinc. C'est pas rien, bravo. Mais quel est le plan, par exemple, pour la relance de l'AMIBA? C'est toujours dans votre secteur. Mais le collègue va répondre parce qu'il a des réponses. Mais nous sommes spécifiquement aujourd'hui dans le cadre de la démonstration du processus de pillage de nos minerais mis en place par le Rwanda. Et aujourd'hui, le ministre s'attelle à démontrer comment nous démontons cela. L'idéal serait qu'on reste, en tout cas pour les prochaines questions, dans le cadre que nous avons prévu. Monsieur le ministre, allez-y s'il vous plaît. Voilà. Donc j'irai rapidement alors pour ne pas déborder par rapport aux autres questions qui seront sur le sujet. Pourquoi il n'y a pas de propriétaire congolais de mines? Les mines, l'industrie minière est une industrie très capitalistique. C'est une industrie qui demande beaucoup de fonds. Au jour d'aujourd'hui, cela se fait par des sociétés étrangères. Mais il y a déjà des Congolais qui sont propriétaires de titres miniers. Ces mêmes Congolais qui sont associés au sein de coopératives qui déjà bénéficient des ressources qui sont générées par ce secteur minier. Par contre, nous avons et nous poussons, vous avez parlé de la diversification, le premier point de notre diversification, c'est la diversification de nos partenaires. Et dans ces partenaires, il y a également Sud-Sud, mais également Congo. Et nous mettons tout en place, et nous avons déjà identifié 3 Congolais qui ont besoin et qui ont déjà certifié les ressources minières, et nous allons les accompagner pour que leur projet puisse éclore de manière à avoir justement ces Congolais présents dans, on va dire, dans la grosse industrie minière. Alors, je prendrai dans le cadre des efforts, juste pour illustrer, un cas bien précis. Donc la diversification pour nous, c'est diversification de nos partenaires dans l'exploitation minière, diversification des minerais, vous avez cité le zinc qui vient d'être mis en place avec Kiko, diversification de nos provinces minières pour pouvoir équilibrer justement le développement et les ressources dans les différentes provinces, diversification des produits finis ou semi-finis, donc tout ce qui est transformation locale, et également la diversification où on va utiliser les fonds générés par les mines pour pouvoir assurer la vraie diversification de notre économie au travers de l'agriculture, comme le veut le chef de l'État, mais également d'autres secteurs, que ce soit l'industrie, le tourisme et les services. Mais je vous dis ici par exemple, nous sommes déjà avec une entreprise qui coche ces 5, une entreprise nouvelle qui vient s'installer en République démocratique du Congo, qui coche ces 5 piliers ou ces 5 axes de diversification. C'est une entreprise japonaise qui vient dans le Congo central pour travailler sur du manganèse avec des produits qui seront transformés localement
et qui vont créer sur la rivière au niveau de l'Uozi toute une activité, on va dire, de passagers, mais également piscicole. Donc vous avez là un exemple concret de ce qui est fait, où la République, sous l'impulsion du chef de l'État et sous sa vision, de pouvoir justement attirer des nouveaux partenaires dans notre pays pour répondre à ça. Et c'est ça notre politique. BTV 3 Infos Plus. Rien que la vérité.